Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En toute confidence. Vous en avez l'habitude maintenant, ce format d'ici Pays de la Loire dans lequel on reçoit des personnalités de la région avec lesquelles on discute en longueur, en toute confidence, de leur passé, de leur parcours, de leur expérience. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Pierre Auréfis. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, déjà première question, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui ? Euh, ben, Par mon métier, parce que je suis j'ai été producteur de spectacles toute ma vie, pendant 16 ans à Toulouse et puis plus de 24 ans à Nantes. D'abord producteur de la compagnie Royale de Luxe, que les Nantais connaissent puisqu'ils ont vu beaucoup de leurs spectacles. Et, euh, et puis ensuite, j'ai fait avec François de la Rosière, on a créé le concept des machines de l'île de Nantes. On a participé à son implantation, à sa construction. Et après, j'en ai pris les directions à l'ouverture de 2007 jusqu'en 2020, jusqu'en 2023, 2026 2023, voilà, 2023. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis à la retraite depuis 2 ans et j'en ai profité pour raconter cette histoire parce que pour moi, ça me paraissait important de donner ce témoignage. Je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il n'y a rien avant 1992. Et comme toute la période qui est peut-être la plus riche, qui était à Toulouse, on a inventé tout et on a mis l'alphabet en place du renouveau du théâtre de rue, et ben, que c'était important qu'il y ait un témoignage, au moins écrit, et illustré de photos. Un témoignage. C'est un langage d'image, c'est aussi un livre photo. Ouais, un témoignage, Pierre, qu'il y a dans ce livre, que tu as coécrit avec Philippe Dossal, producteur d'Impossible. Un livre qui, comme tu dis, retrace plus de 40 ans d'expérience. Déjà, de voir ce livre, c'est un peu ton bébé aujourd'hui, de voir ce livre-là exister, ça te fait quoi ? Ça a été un vrai accouchement, hein. En tout cas, ça n'a pas été douloureux. C'était un plaisir, surtout de travailler avec Philippe Dossal. Voilà. Et le fait de se réimmerger en continu sur une période de plus de 42 ans, ça m'a fait revivre et remettre en vie tous ces souvenirs. Et non, ça a vraiment été un plaisir à faire. Mais j'avais conservé... D'abord, j'ai une meilleure mémoire du long terme que du court terme. J'ai vraiment gardé en mémoire ces images très très fortes de rencontres avec le public, et dans les villes, puisque notre terrain de jeu, c'était pas les théâtres, c'était l'extérieur. Et voilà, donc 2h30 par jour pendant 18 mois. Donc, sacré travail. Oui, mais je me suis pas posé de questions sur mon timing. Au départ de la retraite, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est quand même difficile d'un coup passer de la suractivité à... Et ben là, non, ça a été un bonheur d'écrire ce livre. Alors le livre, on va en reparler, on en reparlera un petit peu au fil de cet entretien, mais d'abord on va commencer par le début. Pierre, tu es né en 1954 en Lorraine, à Nancy. Tu as donc 71 ans aujourd'hui. Déjà, il était comment, Pierre, enfant, ado ? T'étais comment ? Je vais parler plutôt de ma scolarité. J'étais passionné d'histoire et de géographie. Ouais. La géographie, c'est quelque chose de très important. Et j'ai fait des études... j'ai fait une maîtrise de sciences éco, que j'ai commencé à Nancy et que j'ai fini à Paris. Et j'ai fait Sciences Po Paris, que j'ai abandonné 15 jours avant le diplôme, parce que j'en pouvais plus. J'avais pas envie de cette voie qui était un peu toute tracée, de rentrer dans l'administration, dans les entreprises. J'avais envie de voir autre chose. Et à l'époque, je lisais les situationnistes, je lisais Marx dans le texte. Et puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et la première rupture, ça a été de partir pendant près de 5 mois en Afrique. En Afrique, ouais. On va revoir ça. Voilà, et puis ça a été un voyage super important parce que je suis revenu complètement différent de ce voyage en Afrique. Et après, c'est des histoires de rencontres.
C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir avec toi, Pierre. Juste avant, on remonte un petit peu le temps. Tu es originaire d'une famille d'immigrés italiens ? Mon arrière-grand-père est arrivé au début du XXe siècle et ils étaient dans le bâtiment et ils ont participé à la construction de la ligne Maginot. Ah, d'accord, ok. Et alors mon père comprenait encore et parlait encore l'italien, moi non. D'accord. Orefice, ça veut dire orfèvre en italien, orefice, voilà. Et mais j'ai jamais appris l'allemand parce que mon père a été soldat malgré nous pendant 6 mois dans la dernière guerre, D'accord. comme beaucoup de Lorrains, de la zone occupée. Donc ils nous ont jamais appris l'allemand. Voilà, mais... Et cette culture italienne, c'était présent quand tu étais jeune quand même ou c'était... Non, je trouve que l'Italie, c'est un super beau pays. J'y vais souvent. J'ai croisé ma famille quand j'étais jeune. Des fois, ils montaient en Lorraine. Des fois, mes parents y allaient. Non, c'est... Mais vous savez, la Lorraine, c'était un pays où il y avait beaucoup d'Italiens. Il y avait beaucoup de Polonais. C'était un pays de mines. C'était un pays, une espèce d'Eldorado à l'époque du charbon et de l'acier. Et dans les classes, il y avait toujours... On était 6 ou 7 enfants d'émigrés à la première ou deuxième génération. Non, moi, ça me paraissait normal, ce mélange des gens, des langues, des origines. Des façons de voir aussi les Oui, choses. il n'y a pas que des purs Lorrains, c'est pas on est entre nous, on reste entre nous. C'était très, très mélangé. Les Polonais, beaucoup. Et tu nous as parlé de ton parcours étudiant, donc ça, on l'a évoqué. Ton rapport à la culture, à l'époque, quand tu es étudiant, ça se traduit comment ? Alors, moi, j'ai eu un coup de chance, c'est que quand j'ai passé pas mal de temps à Nancy, et à la fin de mes études, je suis revenu avec des copains à Nancy. On a acheté une péniche, on voulait la transformer en café-théâtre. C'était inventer des lieux de vie. C'était une époque comme ça, où on essayait de réinventer tout ça. Et puis, je suis tombé au moment où il y a eu le festival universitaire de théâtre de Nancy, créé par Jacques Lang, qui a été un festival absolument incroyable, qui a détrôné pendant 2-3 ans le Festival d'Avignon. Toutes les grandes troupes du monde sont venues jouer là, et c'est une des raisons pour lesquelles Jacques Lang est devenu ministre de la Culture de François Mitterrand. Jacques Lang, qui était ton professeur aussi, Oui, tu l'expliques je dans l'ai eu, pas longtemps, mais je l'ai eu pendant la préparation d'entrée à Sciences Po à Nancy. J'ai eu des cours avec Jacques Lang, et puis comme on était bénévole dans le festival, voilà, c'était quelqu'un que je connais, que j'ai retrouvé après. Il se rappelait de moi, parce que, je ne sais pas si c'est parce que j'avais une grande gueule ou c'est parce que ça l'intéressait ce qu'on voulait faire avec la péniche, mais en tout cas, oui, je l'ai recroisé et on va dire, on en reparlera tout à l'heure, mais on a surfé sur les années Lang à une période en 81 où le budget du ministère de la Culture doublait tous les 2 ou 3 ans. Donc c'était, je veux dire, on n'avait pas beaucoup de mérite à avoir du dynamisme, des idées et de pouvoir les mettre en place. C'était une époque beaucoup plus facile que ça l'est aujourd'hui, j'en suis sûr. Et alors, on va arriver justement au Niger avec ça, parce que tu l'expliquais, l'achat de cette péniche, puis ensuite, avant ça, à 2 semaines d'avoir ton diplôme à Sciences Po, tu lâches tout. À l'époque, déjà, tes parents, quand tu lâches tout comme ça, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors moi, mon père et moi, j'étais très jeune, j'avais 9 ans, D'accord. Dans un accident de voiture. Ma mère, ça l'a catastrophée. Mais très vite, elle a suivi ce que j'ai fait, ça l'a intéressée. Voilà, mais c'est sûr qu'elle était fière d'avoir un fils qui intégrait Sciences Po Paris. Je l'abandonne avant le diplôme, elle n'a pas vraiment compris. Il n'y a que moi qui pouvais comprendre que je voulais faire autre chose. Et tu décides de partir au Niger pendant 5 mois. Partir au Niger, et puis c'est l'aventure. Je croise en stop un mec qui me raconte, qui était plus vieux que moi et qui avait descendu le Congo en pirogue, et qui me raconte son voyage. Putain, je trouve ça incroyablement intéressant et intelligent. Et puis j'arrive à Niamey, je suis dans un bar, je rencontre un Français d'origine polonaise qui nous a suivi toute notre carrière et qui a travaillé au Royal comme super technicien jusqu'à sa mort en 2015. Et donc, il est resté un grand ami. Et on est dans un bar et puis je lui raconte ça. Il y avait un Canadien qui était là, Len Cheston, qui était de Vancouver. Et
Je raconte ça et je dis, mais moi, il y a un fleuve ici, ça serait quand même bien. Et puis le Canadien, il dit, Banco, je viens avec toi. 2 jours après, on est remonté à 50 km au nord de Niamey. On a acheté une péniche. On a acheté une pirogue. Ouais. Parce qu'elle était moins chère là qu'à truc. Et puis on avait trouvé, comme mon copain Romain Kajak, qui vivait depuis 5 ans en Afrique et qui travaillait, il y avait une entreprise d'électricité, il m'a dit, attends, on ne va pas l'acheter nous, on va trouver un mec, un jeune, et on va lui dire, écoute, voilà, on a un budget de temps, si tu l'as... Moins on la paye cher, plus tu auras de commission. Ouais. Donc, on le laisse négocier, il nous montre la pirogue magnifique, 8 mètres de long, en planche, en nous disant, vous verrez, ça se vendra très bien à Malaville, à 400 km de là, la triple frontière entre le Nigeria et le Bénin. Bon, on l'achète, et puis nous voilà embarqués avec une carte routière, sachant même pas s'il y avait des crocodiles, s'il y avait des rapides. Et puis, très vite, on a croisé des pêcheurs, intrigués de voir 2 blancs sur une pirogue. Ouais, et puis qui nous ont dit, non, il n'y a pas de crocodile, parce qu'on était encore au Sahel, mais il faut faire attention, il y a des hippopotames. Les rapides, il n'y en a pas beaucoup, mais demandez dans les villages, au fur et à mesure où il y a des rapides, vous verrez. Bon, ça nous a un peu rassurés, et puis nous voilà partis. Je raconte pas en détail, mais sur 2 ou 3 pages, ce périple qui était complètement hallucinant, parce que comme il n'y a pas de pont entre Niamey, sur 450 km, il n'y a pas de pont entre Niamey et Malaville, la triple frontière, les gens, ils marchent le long du fleuve, mais il y a des villages où on est rentré, où les gamins de 4-5 ans, ils n'avaient jamais vu un blanc. Donc c'était vraiment en dehors de tous les circuits. Et puis c'était à la saison où les Peuls descendent au fleuve Niger, Ouais. depuis le Sahel, et amènent leurs troupeaux pour les vendre, pour les faire boire, mais surtout pour les vendre. Et on a eu des rencontres absolument incroyables avec ces Peuls, avec qui on a passé 3 jours dans un campement, mais où il y avait, je sais pas, 10 000 vaches qui étaient réparties en grand cercle, avec un grand feu au milieu pour chasser les moustiques et les mouches tsetse. Un panorama de... Quand on quitte le fleuve, on monte sur une petite butte au-dessus de la plus haute ligne des eaux, et on tombe sur une petite cuvette, et là, on voit des milliers de bêtes. Et c'était cette grande migration des Peuls. À un moment incroyable, où il y avait la très grande sécheresse des années 70, c'était la première année où il repleuvait, et tout le monde était heureux. Et donc, on a vraiment vécu des trucs forts. Et quand je suis rentré de là, j'avais c'est comme si j'avais pris confiance en moi, que quelque chose était... j'avais réussi à dominer ce voyage tout seul, de vivre ça, et donc ça me renforçait dans l'idée que j'étais en rupture avec ce que j'aurais dû faire à la suite de mes études, et qu'il fallait inventer quelque chose. Et donc, dès que je suis rentré, j'ai dit à ma femme que je connaissais, ma copine, qui est devenue ma femme, on part à Toulouse, avec un autre copain, on a dit, allez, on va faire ce café-théâtre, et puis on a démarré l'histoire. Mais ça a été un booster, et ça m'a donné de l'énergie, et ça me donnait une confiance en moi, comme si, à partir de ce moment-là, je me posais plus la question, est-ce que je suis capable de le faire ? Quand je pense à un truc, c'est, ouais, mais bon, je pensais pas aux difficultés, je pensais, il faut y aller, c'est en basculant en avant que les choses arrivent, et c'est à ce moment-là qu'on les gère. Mais il ne faut pas prévoir, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Je pense que ce voyage, c'est pour ça que j'en parle, c'était vraiment très, très important dans la suite de ce qui s'est passé dans ta carrière. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu parlais justement du café-théâtre, le Café de la Rigole, à Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça démarre Alors, donc on avait déjà été à Nancy acheter une péniche, qu'on avait descendu après à Besançon, et puis jusque dans le sud, jusque sur le Rhône. Et cette idée, quand on est arrivé à Toulouse, on s'est précipité pour acheter une péniche. C'était un moment où les mariniers quittaient le métier, et les bateaux étaient vraiment pas chers, et on les achetait pour le prix de la ferraille. Enfin, c'était ridiculement pas cher. On voulait en acheter une, et puis finalement, le propriétaire a dit, j'en ai 2, vous prenez les 2. On a pris les 2, mais sur une qui était très belle et costaud,
qui avait un mauvais moteur. On a gardé celle-là. L'autre, elle n'était pas très belle, mais elle avait un bon moteur. On a fait le changement de moteur. On a rencontré des techniciens. Et puis, on a mis 1 an et demi à construire un lieu de spectacle. Il y avait une cabine avant, une cabine arrière dans laquelle on logeait. Et une salle de 90 mètres carrés, très haute de plafond, parce que c'était un ancien pétrolier qui avait été transformé au grain. Donc, ils avaient construit des îloirs pour surélever et mettre plus de grains. Donc, on avait un plafond qui était à 3,20 mètres. Ah oui, bien. Donc, c'était intéressant, avec une scène. Et le premier voyage qu'on fait, on part avec un groupe de rock, et puis on fait de Toulouse jusqu'au bout du canal du Midi, jusqu'à Sète. On part avec ce groupe, et on s'arrête dans les villages, dans les villes, et on fait le concert. Et là, on croise, à l'époque, le cirque Bidon, qui était encore avec des chevaux et des carrioles, qui s'installe à côté du bateau. On les a connus. Après, l'année d'après, on part à Avignon, et on décide de faire de la musique dans un festival de théâtre, en se disant, mais je suis sûr qu'ils sont tous gavés de théâtre, et si on ouvre à minuit et on ferme à 5 heures du matin, et on fait que de la musique et du rock, ça a fonctionné, ça a super bien fonctionné. C'est là qu'on a rencontré les Fadas de la Mano Negra, qui sont venus jouer sur le bateau. On a rencontré l'équipe de Découflé. Voilà, c'était des rencontres très fortes. Et donc, on avait un pied dans la culture. Et là, je décide de... quand on fait vivre ce lieu à Toulouse, l'hiver, puisqu'on partait l'été, on allait souvent à Barcelone, parce que c'était la Movida... Oui. Espagnol, Franco venait de mourir, et il y avait un bouillonnement artistique et intellectuel absolument incroyable. Et on allait un week-end par mois faire la fête à Barcelone. On a connu plein de gens qui faisaient du cirque. Et puis là vient l'idée de proposer à Toulouse, à Dominique Baudis, c'était son premier mandat, de créer un festival de rue qui s'est appelé Scène de rue. C'était 2 ans avant le festival d'Aurillac. Et voilà qu'on fait 4 éditions après, en 5 ans du festival Scène de rue. On invite, on rencontre, j'en arrive j'arrête après ça, mais à la Mercé, à Barcelone, aux fêtes de Barcelone, on rencontre sur les Ramblas une troupe de théâtre qui joue publicité urbaine, et il s'appelle Royal de Luxe. Le fameux. Putain, on rentre à Toulouse, on se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'il joue à Toulouse. Donc, on se dit, on va créer ce festival de rue, ça va être les vedettes. J'appelle Jean-Luc, qui me dit, oui, pas de problème, on vient, on adore Toulouse. Jean-Luc Coult, qui était le créateur, fondateur, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans. Et je l'avais jamais vu, et donc, on l'appelle, on dit, on a envie de vous inviter à Toulouse. On fait, ah, super, c'est une ville qu'on adore, on vient. Et puis, mais là, on n'a pas le temps. On est en train de travailler sur un autre spectacle, la création d'un roman photo. Mais je te rappelle en janvier, pour le mois d'avril. Bon. Il me rappelle, il me dit, oui, on vient toujours, mais pas avec ce spectacle, avec un autre, qui s'appelle La demi-finale du Waterclash. C'est beaucoup plus gros, avec une parade. Mais t'inquiète pas, on fera le même prix. Bon. Sauf que la fiche technique, elle a explosé le budget, parce qu'il y avait une parade, comme dans beaucoup de spectacles du Royal, de luxe, ouais. Les budgets explosaient toujours, mais comme le Royal grandissait au fur et à mesure, c'était une boule de neige, et les banquiers disaient, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte, il faut créer un nouveau spectacle, vous êtes en déficit. Mais comme le budget doublait tous les 3 ans ou 4 ans, cette boule de neige, elle a continué. Voilà, donc... Et donc c'est comme ça donc que c'est commence avec Royal de Luxe. Voilà, avec un festival que j'avais créé à Toulouse. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, tout ce que tu nous expliques s'entremêle en fait. Le Niger, plus la péniche, Toulouse, Royal de Luxe. C'est une succession en fait de rencontres. Tout ça, c'est en 3 ans ou en 4 ans. Ça se passe très très vite. Hein. Mais les choses allaient vite. Et puis le théâtre de rue, c'est pas les spectacles c'était un hiver pour créer le spectacle, ou 7 mois pour le roman photo, et puis boum, ça sortait après. Donc les choses et puis il y avait une boulimie de travail, une envie de... Donc après, il décide de quitter Saint-Jean-du-Gard, où le Royal était implanté. Il vient de s'installer dans un château à Toulouse. Il trouve un château à Lavore, à 30 km de Toulouse, où le propriétaire du château
qui en avait un autre se dit mais c'est mieux qu'il y ait des saltimbanques plutôt de se faire vandaliser et garder le château, donc il donne le château. On se retrouve avec des grandes cheminées, on fait des feux de bois, tout le monde vit ensemble, c'était un peu une communauté artistique. Ça, c'est les débuts. Ma femme, qui était aux manettes financières, qui m'accompagnait, elle, comme administratrice, moi, comme producteur, elle essayait de les transformer en leur disant mais il faudrait le statut d'intermittent du spectacle. Alors, ouais, non, pas les paperasses au début. Puis au fur et à mesure, tout le monde est devenu intermittent du spectacle. Et ils ont tous fait une carrière. Encore aujourd'hui, ils sont dans le théâtre. Il y en a qui sont depuis le début. Parce que je te coupe, mais quand la compagnie arrive à Toulouse, toi, tu deviens producteur de la compagnie. Après le premier scène de rue qu'on a fait, où ils ont fait un malheur avec la demi-finale du Waterclash à Toulouse, mais vraiment, je vais passer une semaine dans leur lieu à Saint-Jean-du-Gard, dans une ferme. Et on barjote avec Jean-Luc et tout. La rencontre avait été super forte. Et puis, il me demande, il me dit, on veut venir vivre à Toulouse, le public, il est super. Et puis, on est à la campagne, la première ville, c'est Montpellier, c'est 1h30. On vient s'installer, on va trouver un château. Et je voudrais que tu deviennes le producteur administrateur de la compagnie. J'accepte, évidemment. Et donc, on termine l'année du Café de la Rigole et on ferme le Café de la Rigole, et on se consacre à plein temps, ma femme et moi, à la production et à l'administration de Royal de Luxe. Ça, c'était vers 2003 ou 2004, et jusqu'en j'ai quitté en 99 le Royal. Ah, donc en 94, tu veux dire Tu dis 2003-2004. Non, pardon. Non, je dis j'ai commencé en 83. D'accord. Et j'ai quitté en 99, en janvier 99, le Royal. D'accord, ok. Voilà. Ah oui. Toute cette période-là. 16 ans d'administration du Royal de Luxe et de production. Alors, producteur d'Impossible, avec Jean-Luc Courcoult et le Royal, les idées et ce qui a été produit à Toulouse, c'était complètement fou. C'était une péniche une péniche qui accouche sur un boulevard, une incroyable histoire d'amour entre un cheval et une péniche, avec un scaphandrier sur les boulevards. C'était un autobus à la broche, on passe un autobus de la Régie des Transports à la broche. C'était un mur de lumière de 2000 phares de voitures. Enfin, c'était l'emprise sur l'espace public. C'était vraiment... il fallait boucler les centres-villes, il fallait boucler les rues, il fallait boucler les places... Mais ça s'est fait dans une joie et avec un accueil du public toulousain comme c'est pas possible. C'était important pour toi, justement, le côté être dans la rue, être au contact aussi du public, peut-être d'un public qui n'avait pas forcément accès à la culture aussi, des fois. Oui, c'était tous les publics. Il y avait des images, c'est Jean-Luc qui raconte toujours cette image que le roman photo, quand il s'installe, c'est un tournage, on tourne un roman photo. Et il y a une grand-mère qui devait avoir 70 ans, avec 2 cabas à la main, qui s'arrête devant le tournage, et elle a regardé pendant 45 minutes le spectacle, elle n'a jamais posé ses filets à commission. Donc ça veut dire que quand on est dans la rue, les spectateurs, quand ils s'arrêtent, ils sont captés par la scène, et ils le regardent, ils ne peuvent pas décrocher. Et on est dans la même lumière que le public, il n'y a pas de loge, donc quand on s'installe, on met du bordel pendant 3 jours ou 2 jours ou une journée, ça dépend de la taille du spectacle, mais sur une place publique qui est condamnée, donc ça rompt le quotidien dans la ville, et donc il se passe vraiment quelque chose, les gens viennent voir comment ça s'installe, puis après on joue 3 jours, et puis on part. Voilà, non, c'est pas parce qu'on voulait parler à tout le monde, c'est pas parce qu'on voulait un théâtre populaire et pas élitiste, non, c'est que le décor urbain, il est tel que... C'est incroyable. Et jouer dans la pleine lumière, dans la même lumière que le public, on voit en permanence les yeux du public, la réaction du public. Dans une salle de théâtre, quand on est sous les feux de la rampe, on voit aucun visage quand on est sur scène. On a les projecteurs dans les yeux. Nous, on avait les réactions en direct, le rire, les applaudissements, les sourires, les gens qui étaient tétanisés par la scène ou la violence de la scène. Voilà, c'était... Mais c'était une époque où on n'était pas les seuls à réinventer ça. Il y en avait d'autres. Il y avait d'autres compagnies qui jouaient dans la rue. Et il
il y a eu plein de festivals. Il y a le festival d'Aurillac, il y a le festival de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Marne. Il y a plein de festivals qui se sont créés et qui ont fait que le théâtre de rue est devenu un art majeur. Voilà. Est-ce que ça répond ça répond à beaucoup de mes questions. La compagnie arrive après, en fin des années 80, à Nantes. Maintenant, ça fait 30 ans, Royal de Luxe, on le voit toujours. On voit aussi que ça fait rêver le public, Pierre. On fait rêver aussi tous les âges. Tu parlais de la vieille dame tout à l'heure, mais on fait rêver aussi les enfants. Je te propose, Pierre, qu'on écoute un extrait d'un reportage où les enfants parlent justement de cette grandeur de Royal de Luxe. C'est toujours aussi extraordinaire que d'habitude. Tu vas rêver de quoi cette nuit? Des géants en train de danser ensemble. C'était important aussi de faire rêver, Pierre, tous les âges. Ben oui, les histoires du géant, c'est un peu un conte qu'on raconte à toute la population. Quand il revient avec son fils noir, sa fille qui fait de la balançoire, et il disparaît comme il est arrivé. Il tord le mobilier urbain, il y a une fourchette plantée dans un autobus. Il y a un arbre qui a poussé à travers la voiture. C'est un opéra urbain, enfin bon, et c'est une histoire sur 3 jours. Jean-Luc, il donnait pas de rendez-vous. C'était aux gens d'imaginer à quelle heure ils pouvaient partir. Il prenait à bain de pied avec le géant, dans sa grande bassine, avec les pompiers qui venaient lui remplir. Enfin bon, c'est une espèce d'opéra urbain, mais complètement ouvert. Et puis, pas vraiment de barrière des deux côtés. L'espace était libre. C'est pas comme aujourd'hui où les mesures de sécurité sont telles que ça devient difficile de faire des spectacles comme ça. Mais non, et puis cette histoire, c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient là sur 3 jours. Et la population, ils attendaient des fois pendant des heures. Et puis les enfants, réveille-toi pour que le géant ouvre les yeux. Et là, prenne vie. Et puis cette cage en échafaudage qui se baladait avec tous les Lilliputiens en l'air, qui tirait sur les jambes. C'était une marionnette, c'était Gulliver. Enfin, il y a plein de mythes qui sont... Non, Jean-Luc, il a eu un génie absolument incroyable sur ces grands spectacles. Et ça a été à bonne heure. Et après, plus tard, on en parlera tout à l'heure, quand Cargo 92 est parti en Amérique latine, on a créé une parade de la véritable histoire de France, ouverte par Louis XIV, qui était Christophe Salingro, le président de Groland, mais surtout le comédien principal de Découflé. Et la Mano Negra, qui jouait dans le spectacle, qui faisait les poilus de la guerre de 14 à l'arrière, devant le théâtre des armées. Enfin, je sais que les Nantais et tous les gens qui ont vu ce spectacle, ils s'en rappellent comme si c'était hier. Et ces souvenirs-là, pour moi, c'était super important de raconter comment on a eu les autorisations, ce qui se passait avec les commissaires de police, parce que c'est ça aussi. C'est foutre le bordel comme ça dans la ville et changer le quotidien. Mais je me suis rendu compte que la première fois, avec un commissaire de police en grande réunion avec tous les services, en disant la péniche, elle va passer par là, et tout. Et puis, il y aura... non, c'était pour la demi-finale du Water Clash. Il y aura, il y aura un chef d'orchestre. Je dis, mais je vous préviens, il y a un chef d'orchestre qui est dans une baignoire à moteur devant la parade, et il est escorté par 2 flics en chiottes Solex. Alors, assis sur un chiotte, un Solex devant, et puis la chasse d'eau au-dessus. Et c'est eux qui pilotent l'entrée de la parade. Le commissaire de police, il éclate de rire, il dit « Génial, pas de problème ». Et j'étais quand même fasciné, moi qui bouffait du flic, de la police, qui allait à toutes les manifs et tout. Je me suis rendu compte que les commissaires de police, quand on leur présente ce boulot-là, qui connaissent bien la ville, ses risques et tout, ils étaient incroyablement passionnés par ces histoires et toujours, en permettant absolument... On leur posait... Ils regardaient les autres, ils disent pas de problème. Oui, on va fermer la rue. Oui, de quelle heure? Bon, d'accord. Ouais, super. Et pour eux, c'était un jeu et ça leur faisait un plaisir absolument incroyable. Et donc, j'avais vraiment un préjugé en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer avec les autorisations et la sécurité? Non, pas du tout. Et là, franchement, j'ai remarqué, il n'y a pas une ville où j'ai pas remarqué cette envie de faire et d'un coup que l'espace public explose. Peut-être comme du temps des grands carnavals où d'un coup tout est permis.
Mais là, c'est beaucoup plus culturel, c'est pas un carnaval. Mais c'était les mêmes choses, c'était l'envie de débordement et que les enfants se disent mais il n'y a plus de voiture, il y a plus, c'est pas attention, traverse pas tout seul, regarde où tu mets les pieds, là tu peux pas aller. Non, les rues sont fermées et puis les gens se baladent. C'était libre, quoi. Ah ouais, mais c'était un souffle de liberté. Moi, j'ai été conquis par ce boulot-là. Ouais, on te sent passionné quand t'en parles. Tu parlais aussi des Lilliputiens. Et dans ce bouquin, tu rends hommage à ce que tu appelles les biduliers, les gens qui travaillaient aussi un petit peu dans l'ombre. C'était important pour toi aussi de leur rendre hommage ? Alors, ils travaillaient dans l'ombre, mais quand on s'est installé sur les places, ils étaient en vue du public. Et c'est Colette Godard, grande journaliste du Monde, des pages culturelles, qui nous avait fait la première page du Monde quand on a joué sur la place du Palais des Papes dans le festival. Et c'était le spectacle, c'était la véritable histoire de France, les biduliers magnifiques. Et bidulier, c'est un terme de théâtre. Bidulier, c'est des bidouilleurs. C'est chacun a sa spécialité, que ce soit l'électricité, la plastique, la peinture, les effets spéciaux. Et on était à vue du public pendant 2 jours à installer les grands spectacles. Et les gens assistaient à tout. Mais c'est aussi la gestion des effets spéciaux, la construction des décors et des machines, les machines qui étaient créées. D'ailleurs, François de la Rosière était un grand artisan, un grand constructeur de Royal de luxe, et il a commencé à la compagnie en même temps que moi, peut-être même un tout petit peu avant, tout jeune. Donc on a vécu tout ça. Les machines, elles viennent pas de rien. Elles viennent de cette expérience. C'est absolument incroyable, cette rencontre avec Jean-Luc et l'univers du Royal. Ces constructeurs de machines, ils sont fous, et c'est des machines à faire rêver, c'est incroyable. C'est dans la petite voiture dans le roman photo, la Fiat 500 coupée en 2, avec derrière un plateau, avec un technicien qui tourne une manivelle, et puis il y a tous les arbres qui font comme les arbres qui suivent sur la chaîne, tous les décors, tous les trucages étaient faits à vue. Quand il y avait quelqu'un qui se faisait tuer, il y avait l'explosion de sang parce qu'il y avait une poche de sang, mais voilà, c'était un jeu permanent avec la technique, l'arrivée impromptue des choses, l'émotion qu'on procure au public et le rire. L'humour, c'était fondamental au Royal. Ça peut être des moments très très intense, où tout le monde est tétanisé, et des éclats de rire, voilà. Mais faire ce théâtre-là dans la même lumière que le public, c'était vraiment un bonheur. Tu en parles, on t'en a parlé de Cargo 92, tu parlais des machines de Lille, les machines du coup, avec notamment le fameux éléphant. Pierre, on m'a dit que cet éléphant-là, il avait un prénom. Non. C'est vrai ça ? Non, il n'a jamais eu de prénom. On s'est toujours battu. Un jour, Ouest France voulait lancer un concours pour que le public lui donne un prénom. Et on les a appelés, on l'a dit, pitié, ne faites pas ça, il faut pas qu'il ait... C'est l'éléphant, le grand éléphant. D'accord. Il n'a jamais eu de nom. Il n'a jamais eu de nom. Jamais. Eh ben voilà, comme ça maintenant on est fixé. On tord le coup à cette histoire-là. Et justement, aujourd'hui, cet éléphant, c'est devenu l'un des emblèmes de la ville de Nantes. Aujourd'hui, quand on parle de Nantes, on parle de l'éléphant à Nantes. Un éléphant qui plaît à tout le public aussi, comme Royal de luxe. Je te propose qu'on écoute un extrait d'une personne justement à l'époque sur l'éléphant. L'éléphant, on le connaît depuis longtemps. On était là le jour où il est sorti. Et c'est la première fois qu'on monte. On a attendu longtemps. Quelque part dans la tête des enfants, il y avait tout, la part du rêve, l'idée qu'on va le voir régulièrement. Et puis un jour, on montera. Et voilà, c'est aujourd'hui. Et il y a eu l'éléphant, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. En fait, de ce qu'on comprend, un projet à chaque fois avec toi en cache un autre. Après, vous avez eu le carrousel des mondes marins. Ça a été aussi un gros projet, ça, pour vous ? François avait déjà construit plusieurs manèges, trois manèges, pour la famille d'Andrea, et puis un autre manège à Toulouse, et puis le manège du Carré Sénart. Ça fait 4 manèges. Et puis, on était passionnés par l'art forain, tous les deux. Et on a construit un manège qui est unique au monde, puisqu'il y a les mondes sous-marins, il y a le dessous de la mer, il y a le niveau de la surface, et les gens, ils passent en montant. Il y a 3 plateaux, voilà, il fait le tour des plateaux. Il y a le plateau du bas, les fonds marins, il y a les abysses là, et puis il y a la surface.
Et il embarque sur des machines absolument incroyables qui sont d'une réalisation... il n'y a pas de matière plastique, c'est que des matières nobles, du bois, du cuir, du cuivre. C'est l'extraordinaire travail de tous les artisans et constructeurs de la compagnie La Machine. Et oui, ça a été fait. Jean-Marc Ayrault voulait démarrer avec l'atelier visitable par le public et puis la galerie des machines et l'éléphant. Et 6 mois après, même pas 4 mois après l'ouverture, on va boire un verre ensemble avec Jean-Marc au bar, au Café de la Branche. Et puis il me dit, écoute, j'ai décidé pour le prochain mandat de mettre dans le programme de campagne la construction du carrousel des Monts de Marin. Vu le succès de la première tranche, on se lance dans... Voilà, et puis là, on est parti sur cette construction. Ça a duré pendant 1 an et demi. Et puis, avec le carrousel des Monts de Marin, en plus, on arrivait l'année record, dont je me rappelle, c'est 2018, à 850 000 visiteurs payants dans l'année, 190 salariés, voilà, et puis... et 860 000 visiteurs, ça veut dire que là-dessus, pendant l'été, c'est 90% de gens qui viennent de l'extérieur, 35% d'étrangers, beaucoup d'Asiatiques. Enfin, voilà, ça a été un... Et puis en même temps, on développe, puisqu'on avait les Nefs, qui était un lieu de spectacle, où on fait le printemps des Nefs, l'été indien, Noël aux Nefs, où on a un dialogue avec les Nantais. Les Nantais s'approprient le lieu parce qu'ils viennent aux concerts. Tous les concerts sont gratuits. Pour moi, c'était super important de faire ça et de l'ouvrir aux Nantais pour dire c'est pas un lieu que pour les touristes, c'est un lieu nantais. C'est un lieu de création et c'est un lieu nantais. On sent Voilà. que c'est un projet qui te tient à cœur aussi. Ça n'a pas été trop dur, ce projet-là, à arrêter là quand tu as pris ta retraite et de voir aujourd'hui ce que ça devient? Alors, de toute façon, je pense qu'à 68 ans, c'est bien de prendre sa retraite. Voilà. Il était temps. Ça, c'est sûr. En plus, j'avais énormément travaillé les dernières années. C'est peut-être là où j'ai le plus bossé, parce qu'en plus de la direction des machines, on était à fond dans le projet de l'Arbre Héron et que on avait créé un fonds de dotation. Il y avait déjà eu 7 ou 8 millions de dépensés. Le fonds de dotation, c'est moi qui le mettais en musique, c'était l'opérateur principal avec d'autres, hein, mais avec le président, le bureau et puis Karine Daniel qui s'occupait du fonds de dotation. Donc on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Donc je pense que j'étais fatigué et surtout, on s'est fait abattre en plein vol parce que le projet, il était annoncé, fait, on l'a débattu devant les élus de l'opposition pour les convaincre en 6 fois 2 heures de discussion. Tout le monde était d'accord, il y a une majorité. Et d'un coup, la coupe retombe en rentrant de vacances en 2022. Johanna Rolland annule ce projet. On n'a jamais compris. Je pense qu'on s'est fait flinguer par les Verts qui ne voulaient absolument pas de ce projet au titre de l'attractivité, en disant il y a des gens qui vont venir des États-Unis, de partout, il ne faut pas prendre l'avion. Ils comptaient dans notre bilan carbone. Les gens qui viennent des États-Unis pour aller aux machines alors qu'ils vont à Paris, après ils viennent à Nantes, peut-être ils vont au Puy du Fou. Enfin, ça a été un tissu de grand n'importe quoi, en disant que c'était un arbre en acier planté dans du béton, alors que c'était un hymne à la nature. Il était complètement végétalisé et habitait dedans toute une ménagerie mécanique. Enfin bon, les gens nous faisaient confiance. Ils savaient bien qu'on n'allait pas faire un arbre en béton planté dans de l'acier et que c'était un hommage à la nature. Il y avait des milliers de plantes qu'on mettait totalement végétalisées. On mettait 100 mètres cubes de terre dans les paniers, dans les bords des branches. Voilà, et bon, ils en ont pas voulu. Après l'aéroport, ils ont voulu se faire l'Arbre Héron. Et Johanna, pour des questions d'alliance politique, elle a annulé le projet, sous prétexte que c'était trop cher, alors qu'elle a suivi en permanence toute l'évolution et les études. Voilà, et on s'est vraiment fait descendre. Ça a été, moi je raconte dans le livre, j'ai perdu 8 kilos ou 9 kilos en l'espace d'1 mois suite à l'annulation, que j'ai repris 1 mois après, quand on a fait le vol du Grand Héron, où il y a eu plus de 10 000 personnes, des Nantais, les ponts étaient bouchés quand ils sont arrivés pour voir le vol du Héron. Et donc ça a été un retour pour nous, des Nantais, qui a été absolument incroyable. Le soutien des Nantais, ça a été fou, mais je ne peux pas ne pas le dire. Quand je raconte cette histoire, Producteur d'Impossible, c'est des réussites, mais c'est des échecs. C'est le plus gros échec qu'on ait rencontré, c'est qu'on a... L'époque dans laquelle on était, avec l'équipe qui était en charge de la ville,
ils ont fait semblant d'y aller, ils ont été persuadés qu'ils allaient le faire, et ils ont fait marche arrière à un moment qui était incompréhensible. Tout était parti. Donc ça a mis en très grande difficulté la compagnie La Machine qui construisent parce qu'il y avait les salariés qui étaient embauchés pour le faire. Ça a cassé le moteur du truc. Et puis aujourd'hui, le Grand Héron est toujours à la pluie. Ça fait 4 ans qu'il n'y a plus de nouvelles machines dans la galerie, alors que chaque année, on mettait une nouvelle machine. Et puis c'était, ouais, je vais aller voir le paresseux, les enfants des Nantais qui venaient, je vais aller voir le caméléon. Il n'y a plus de nouvelles machines, donc c'est des gens qui viennent du reste de la France et des touristes qui viennent, mais plus les Nantais. Le bar de la Branche, il est fermé. Des gens, ils errent le matin comme des âmes en peine parce qu'ils n'ont pas reconstruit un bar provisoire en attendant de reconstruire le bar à la fin des travaux du pont. Enfin bon, c'est une espèce de déshérence. Il reste du monde, évidemment, il y a encore du monde qui vient, mais... la dynamique, elle est cassée. La dynamique, elle est cassée. Donc, et on est obligé de le dire. On a mis ça en place, on l'a fait grandir. Quand il y a un moment, il y a... Et quand ça retombe, ouais, ça suffit. Il y a l'éléphant et le carrousel, c'est bon. Pierre, non, c'est pas bon. On parle aussi de toutes tes expériences depuis tout à l'heure. Ça fait, je pense, un peu plus d'une demi-heure qu'on discute ensemble. Il y a aussi des rencontres. On le voit à travers ton livre. Tu parlais tout à l'heure de la rencontre avec Jean-Luc. Tu parles aussi de la rencontre avec François de la Rosière. François que tu as rencontré dans les années 80, c'est ça, début des années 80 Au début de l'aventure du Royal. Au début de l'aventure du Royal. François qui est devenu ton compère, ton ami aussi. Et je crois que François nous raconte cette rencontre avec toi. On l'écoute. Très vite, on s'est bien entendu. J'aimais bien un peu son audace, sa façon de prendre ce côté épicurien, de prendre la vie à bras-le-corps. Et donc, très vite, on est devenus amis en quelques années. Vous êtes devenus amis en quelques années avec François. Ça a été un pilier pour toi aussi dans toute cette aventure? Ah oui, et pour moi et pour le Royal. Oui, construire le géant... c'est incroyable, les décors qu'il a construits, le livre La véritable histoire de France. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas été capable de le faire. Il y a eu d'autres gens, mais oui. Et puis après, les machines, voilà, on est co-auteurs tous les deux, alors qu'au Royal, c'était Jean-Luc vraiment l'auteur. Moi, j'ai collaboré à 2 spectacles, mais dans la création des spectacles, mais c'était Jean-Luc le metteur en scène. Là, on bossait à 2 cerveaux sur. Mais c'est super bien de bosser à 2. Moi, ça me fait toujours penser au cinéma, parce que l'exemple que je donne toujours, dans le cinéma, il y a beaucoup dans la mise en scène de frères, les frères Cohen, les frères Dardenne. Tu feras gaffe, il y a plein de coups comme ça. C'est quand c'est très compliqué, mais que 2 cerveaux fonctionnent bien, bosser à 2, c'est super bien. Parce que bosser à 2, quand tu es en confiance, il y en a un qui dit « Ouais, mais bon, écoute ça. » Ouais. Et tout de suite, il y a l'écoute. Et puis, c'est toujours... la sortie par le haut, c'est l'argument le plus intelligent qui triomphe. Il y a chacun convainc l'autre. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on s'engueule. Mais en tout cas, moi, c'est un peu... Là, depuis 20 ans, on travaille vraiment, vraiment ensemble. Et aux machines, on fait des séances de... On se retrouve chez lui et on fait des séances de travail... Toujours encore aujourd'hui? Ah oui, toujours, qui dure 3h30, 4h. Ah ouais. Et on commence à patauger et tout. Et à la fin, quand on se quitte, on mange ensemble à midi. Et on est super content parce qu'on a trouvé la solution. Et c'est... c'est toujours la même forme. Depuis l'écriture depuis la collaboration qu'on avait sur le Royal, l'écriture du projet des machines, c'est la même façon de procéder. On s'isole quelque part et c'est un brainstorming à 2. Et je crois que François, il a encore un petit message pour toi, Pierre. Pierre, continue à garder la force et la conviction que tu as de vivre et ta passion pour ce que tu fais, parce que ça apporte beaucoup aux autres. Donc, et puis bravo pour ton bouquin. Il est super. Eh ouais, ce bouquin producteur Merci. d'impossible. Comment vous avez eu ça? Vous l'avez. On a nos entrées, Pierre. On l'a contacté, François. On pouvait pas pas le contacter quand même pour parler de toi. Et d'autant plus que
au fur et à mesure que j'écrivais, je lui envoyais, mais aussi pour être sûr de ne pas dire De bêtises. de contre-vérité, Ouais. de bêtises. Et donc, il y a eu des changements qui ont été faits et tout ça, tu ne peux pas dire comme ça. Donc, non, c'était vraiment... on a travaillé en intelligence. Une petite question juste, Pierre, rapidement sur ce livre, puisque tu l'as coécrit avec Philippe Dossal qui était un journaliste aussi, que tu as bien connu. Comment ça s'est fait? C'est toi qui l'as approché? Vous en aviez parlé déjà depuis un moment? Il avait fait 2 livres avec François. Je trouvais qu'il écrivait bien. Et puis, moi, j'avais le souvenir, dès notre arrivée à Nantes, où il y avait le correspondant de Libé. Chaque fois, c'était super intéressant. Il était sympa, il comprenait vite, bien. Ses articles, ils étaient top. Donc, j'ai été le voir et puis je lui ai dit, je l'ai invité à déjeuner et je lui ai dit, écoute, je voudrais que tu le fasses avec moi. Il m'a dit, ça tombe mal parce que là, je vais à Mayotte. Il y a 2 de mes enfants qui sont installés là-bas. Donc, je ne peux pas le faire. Et je lui ai dit, mais moi, je viens à Mayotte, passer 15 jours. Et il me dit, bon, viens à Mayotte. J'ai pris l'avion, j'ai été à Mayotte, on a passé 15 jours en sortant de là. C'était bon, on était partis, ça a été pas facile, ça a été difficile pour lui parce que c'était une masse d'informations absolument incroyable. Mais il a beaucoup apporté à ce livre parce qu'il écrit très bien. Et puis, on avait une technique, c'est que moi, j'envoyais des textes écrits au passé et lui reprenait ces textes, les mettait au présent et faisait tout le lien sur le bouquin. Et voilà, donc c'est une coécriture. Voilà. Tu expliquais aussi tout à l'heure en off, mais que ce projet aussi du livre t'a permis aussi d'avoir une transition depuis ta retraite. Aujourd'hui, Pierre a 71 ans. Toi, qu'on sent depuis tout à l'heure, tu as la bougeotte, tu as envie de faire plein de choses. Ça va être quoi la prochaine étape? Alors là, maintenant que le bouquin est sorti, il y a une nouvelle étape, c'est la diffusion du livre. Et comme j'ai tenu à être le producteur aussi, à assumer une grande partie des risques financiers, même si on travaille avec les Idiot Coiffeurs et avec un distributeur, et ça c'était ma partie aussi, ça me passionne d'aller jusqu'au bout de la production, jusqu'au dernier exemplaire vendu. Alors peut-être on va se gourer, ça va... Mais en tout cas, je vais le faire avec le même sérieux et la même envie, encore plus peut-être parce que c'est un peu mon bébé avec ma femme Danielle. On va faire des ventes, on va faire des dédicaces ventes dans des librairies, dans des lieux comme des... Voilà, et en face de chez moi, il y a un Intermarché qui était partenaire de l'Arbre Héron et qui est fan. On va aller faire une dédicace là, on va en faire dans différentes villes de France. Non, je suis producteur jusqu'au bout. Donc ça reste une suite assez dynamique. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cet entretien. Toi, on aurait pu parler de 1000 choses encore. Ouais. On a Cargo 92, tout ça. C'était un plaisir. En tout cas, n'hésitez pas surtout à aller voir, à lire le livre parce que ce sera là, vous verrez tout ce qu'on n'a pas pu évoquer. En tout cas, c'est la fin de ce En toute confidence. Merci aux équipes qui ont permis de réaliser tout ça, les équipes techniques, la maquilleuse. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.